Alors, difficile pour moi de présenter Thierry parce que je le connais depuis maintenant presque 20 ans. Ça va faire 20 ans cette année. J'avais ouvert la librairie Le Faux Démo à 7. Et un jour, ce jeune homme est arrivé avec son épouse et les enfants, mes petits, je crois, à l'époque. Et donc, ça a été une rencontre assez, pour moi, assez bouleversante. Avec Isa au départ, parce qu'on a papoté pas mal. Et puis essayer de rentrer dans la tête de ce garçon, pour moi c'est impossible. Donc j'ai préparé un petit papier pour essayer de te présenter. Et puis après, comme je disais à Philippe, je vais mettre 1 euro dans la boîte et il va vous raconter tout ça. Donc Thierry Crouzet, je vais te tutoyer, pardon. Tu es né à 7. Alors j'ai pris Wikipédia, ça m'a fait bien rigoler parce que je me dis peut-être qu'il y a des erreurs. Tu es né à 7, la soixantaine grisonnante. Tu as été un jeune étudiant en robotique, ingénieur au lieu de patron pêcheur. En 2011, tu expérimentes 6 mois sans Internet. Ça donne un livre qui s'appelle J'ai débranché, comment revivre sans Internet après une overdose. Pour ma part, le livre qui m'a le plus bousculée et séduite, c'est Mon père ce tueur. J'attends d'ailleurs la suite. Où j'ai l'impression vraiment d'avoir aperçu la sensibilité qui peut te définir. Aujourd'hui, nous sommes là pour Épicène et je n'ai commandé que celui-là. C'est-à-dire que si vous voulez les autres, on passera commande. Mais je voulais vraiment... Souvent, quand on reçoit un auteur, on va commander toute son œuvre. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on perd le fil de celui qui sort. Donc, j'ai mis toute ma volonté dans celui-là, que j'ai lu. Et alors, Thierry est venu plusieurs fois quand il va chez le kiné, il passe me voir, il me dit alors, c'est pas trop ton genre de lecture. Et donc, moi, j'ai la pression, je me dis, ouais, c'est vrai, c'est pas trop mon genre de lecture. Et là, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Donc, je vais vous lire 2 petits passages. La première page, et après je lui laisse la parole. Donc, épicène, adjectif et nom masculin, se dit d'un mot dont la forme est identique au masculin et au féminin. Exemple, un élève, une élève. Élève est un nom épicène. Il existe des prénoms épicènes que portent invariablement les filles et les garçons. Et je vais vous lire après la page 39. Bonjour. Parce que je m'étais dit comment je vais pouvoir résumer. Souvent aux apéros littéraires, je raconte le début de l'histoire et je vous laisse faire. Là, c'était impossible. Donc il y a un passage qui m'a apparu tellement impactant. Elles étaient nées dans une société où les riches se démarquaient des pauvres, les hommes des femmes, les étrangers des autochtones, les jeunes des vieux, les pays de leurs voisins, et elles découvraient par opposition une union stupéfiante aux vertus révolutionnaires. Mais un doute les traversa. Cette force s'exerçait depuis l'éternité sans bouleverser le monde, sans remporter de victoire contre les tentations séparatrices, preuve que des puissances antagonistes la contrecarraient et la marginalisaient. Leur nouvelle vie ne serait pas plus facile que la précédente, elle serait encore la cible de la haine, parce qu'elle représentait l'inacceptable, dont tous étaient curieux sans vouloir en être. Leur existence ébranlait les règles établies, des résistances virulentes ne manqueraient pas de surgir. L'évolution sociale et biologique préfère ce qui fonctionne plutôt que prendre des risques. Elles s'aimaient avec d'autant plus de ferveur qu'elles anticipaient des dangers et des épreuves. Depuis leur rencontre, depuis leur attirance mutuelle, indiscutable, qui avait balayé tous les préjugés, elles ne s'étaient jamais fondues dans la norme. Elles s'étaient reconnues sans être reconnues, gardant leur passion pour elle sans la mettre en scène. Elles vivaient dans l'anonymat depuis toujours. Leur nouvel état ne changerait rien à la nécessité du secret. Alors, quand vous lisez ça, moi j'ai dû lire ce passage au moins 10 fois, je me suis dit, waouh, waouh. Donc, je vous explique. Enfin non, je ne peux pas vous expliquer. Alors, c'est il ou elle, on ne sait pas. C'est 1, 2 ou 3, on ne sait pas. C'est quelque chose de fulgurant. C'est comme si nous 3, on fusionnait pour faire un seul être. Et tout notre être, en fait, pour le définir, n'est qu'amour. Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a une sensualité énorme, mais une sensualité frôlée. C'est impudique et pudique à la fois. C'est complètement fou parce qu'on sort de là, on se dit mais quoi? Mais qui? Pourquoi? Donc je te laisse la main. Tiens.
Je ne vais pas le lire. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, je vous raconte. Ce livre, je l'ai écrit très vite et il détonne avec les restes, avec ceux que j'ai écrits avant assez. Et c'est un copain qui m'a demandé pour un festival de littérature de l'imaginaire et de polar d'écrire une nouvelle. Et le thème, c'était double jeu, double J-E. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit c'est vraiment pas un sujet pour moi, je n'aurais pas d'idée, je vais pas écrire, je vais pas écrire de nouvelles, tant pis. Et puis en fait, dans la nuit, je me suis réveillé et j'ai écrit un premier paragraphe, qui est en gros le premier paragraphe presque mot pour mot du livre actuel. Et le lendemain et le surlendemain, j'ai écrit la première nouvelle de ce qui était une nouvelle au départ. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais trouvé le sujet de plus qu'une nouvelle. Et donc j'ai écrit, il y a six histoires qui se répondent là-dedans, et je les ai écrites très vite sans réfléchir. D'habitude, mes livres sont assez intello. En tout cas, celui-là, je ne crois pas qu'il soit intello. Comment dire? On se refait pas. Donc oui, c'est un livre. C'est un livre qui va vous faire chauffer le cerveau parce que, ne serait-ce que par rapport au vocabulaire employé, parfois. Alors, il y a des moments, moi, qui m'ont paru hyper sucrés. Ce que j'appelle sucré, c'est tous les livres un peu romanesques où je me suis dit, mais en fait, tu t'es laissé aller dans une espèce d'écriture effectivement très grand public et sucrée. Il y a certains passages, je me suis dit, mais c'est rigolo que tu mettes ça comme ça. Et donc, en fait, moi, j'ai eu le sourire bien souvent sur certains passages où tu te laisses aller à une espèce de tendresse romanesque. Mais intello, oui, ce livre est issu d'un cerveau multiple, mais tellement étonnant. Et enfin, bien sûr que moi, c'est pas du tout ce genre de livre que je vais lire, parce que déjà, quand ça n'existe pas, enfin tout ce qui est imaginaire, là nous avons quand même Joël Ventruber avec nous qui est une des plus grandes plumes de l'imaginaire en France, et pour les femmes, je parle, parce que bon, non mais c'est vrai, il faut le dire. Et moi quand je lis Joël, je comprends pas où elle veut m'emmener, parce que je sais que ça ne peut pas exister ce qu'elle me raconte. Et Thierry, c'est pareil. Donc les deux en même temps dans la salle, ça peut donner de choses assez intéressantes. Mais en fait, je trouve que pour moi, il est hyper réaliste quand même ce livre, parce que ce qui. Je suis d'accord avec lui. Oui. Joël l'a lu, donc elle pourra pas parler. Pour moi, c'est hyper réaliste parce que ces êtres donc, qui sont à la frontière, on ne sait pas s'ils sont 1, 2, 3, comme tu dis. C'est ça. Et on ne sait pas s'ils délirent. On n'a jamais de vision objective trop de ce qui se passe. Donc, c'est quand même ceux qui nous opposent tous au monde, de façon générale. C'est une métaphore de notre position par rapport à la société. Ça, on le voit très bien, la métaphore sur les veilleurs, sur les gens qui... Enfin, tout dans ce roman est calculé et intellectualisé. Mais après, non. Tout le monde peut lire. Ouais, moi je pense que tout le monde peut lire, mais moi je l'ai lu avec ce prisme-là, c'est-à-dire... Oui, mais c'est parce que tu connais Thierry. Mais peut-être. Non, pour moi c'est pas intellectualisé. Je l'ai écrit trop vite pour vraiment intellectualiser. C'est sorti. Alors oui, ça décrit aussi. C'est une métaphore aussi, par exemple, de la position de l'auteur par rapport au monde des lecteurs, par rapport au marché de l'édition, etc. Où on est toujours en hésitation, en concurrence. En fait, quand tu prends justement des risques éditoriaux, t'es pas récompensé. C'est le contraire de ce qui se passe dans la peinture ou dans la musique. Dans la musique ou la peinture, plus vous faites un truc bizarre, étrange, en général, plus ça se vend, plus ça vaut cher. La littérature, c'est le contraire. Et c'est de pire en pire. On encourage le contraire de l'innovation, le contraire de la recherche stylistique, le contraire de tout. Donc ça, c'est le mal. Pourquoi? Parce que le livre, il y a des librairies, il faut que tu lises, il faut que tu le libraires vivent. Donc par rapport aux autres arts, on ne fait pas qu'un livre qu'on va vendre très cher, il faut qu'on en vende beaucoup pour un peu gagner notre vie. Donc ce qui fait cette marchandisation de la littérature nous oppose comme ça et nous met en porte-à-faux tout le temps. Mais c'est vrai par rapport, je sais pas, au racisme, par rapport à la religion, ce fait qu'on se sent toujours en décalage. Et je pense que tout le monde se sent plus ou moins en décalage tout le temps.
Donc pour moi c'est très réaliste. Alors il y a une part de ce bouquin d'hypothèse d'amour fusionnel en fait. C'est ça. Et l'amour fusionnel, j'ai poussé l'idée de l'amour fusionnel jusqu'au bout où c'est qu'il fusionne vraiment. J'ai juste poussé l'image. Ouais, il y a des moments où je ne reconnais pas ton style et tout ça, où c'est là où je me dis, ben, ce livre, je vais pouvoir le mettre entre toutes les mains parce que c'est tellement étonnant. Mais à mon avis, tout le monde va revenir, enfin les gens que je connais vont me dire, mais il a fumé quoi pour écrire ce truc quoi. Parce que c'est presque ça, c'est aussi s'interroger sur, bon, qu'est-ce que tu as pris pour écrire Épicène? Parce que, moi, enfin... Demande à Isa. Moi, je trouve que c'est, pour une libraire qui ne lit pas de l'imaginaire ou de la SF, etc., moi, je suis allée jusqu'au bout et j'ai fini ce matin au terme parce que j'ai relu pour te recevoir. J'étais hallucinée, j'étais comme ça. Parce qu'en fait, mais d'où te vient cette idée-là? Je pense qu'il y a eu un pressentiment de la fin de l'écriture sans IA. Et je pense que tu vas pouvoir en parler. Je pense que ça a été écrit dans quand même un état second. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que j'ai écrit ça en été 2022. ChatGPT, la version ouverte, c'est octobre 22. Donc il n'est pas question d'IA. Si, moi, ça fait des années que j'écris sur l'IA. Mais il n'était pas question d'IA quand j'ai écrit ça. J'ai écrit ça, c'est le contraire d'un livre. C'est pas un livre technologique, il y a zéro technologie. D'habitude, dans mes livres, il y a toujours un peu de technologie, question par rapport à la technologie. Là, il y a... Attends, je cherche, mais oui, c'est vrai. Non, il n'y a rien sur la technologie, à mon avis. C'est pas un livre. C'est vraiment la déclinaison d'un thème en 6 tableaux, en fait. Et tu vas jusqu'au bout. Donc, moi, je suis d'accord. Effectivement, il y a vraiment un fondement complètement réaliste à ces histoires. Ah, mais c'est ça. C'est en fait, c'est tous les personnages. Alors, souvent, je dis aux apéros littéraires, dans les romans que j'aime, les personnages soit restent dans le papier, c'est-à-dire, bon, ça ne m'intéresse pas trop, alors, parce que l'écriture n'est peut-être pas assez forte pour moi, donc c'est plus dans les romans un peu ce qu'on appelle feel good, ça ne m'intéresse pas. Chez les auteurs américains, par exemple, Chris Whittaker, enfin, des auteurs comme ça, où les personnages prennent corps, dans ce roman-là, si on peut appeler ça un roman, les personnages ont pris corps. Je les ai vus, de mes yeux vus, et j'ai même assisté à une fusion. Mais pourquoi? Mais n'empêche. Mais c'est tellement ludique, quoi. C'est ludique. C'est un roman qu'on peut faire lire même aux jeunes adultes, par exemple, qui ont du mal avec la littérature. Ils vont avoir le droit à quelque chose de un peu magique, en fait. On est dans un récit un peu magique parce que c'est une découverte à chaque personnage. On a à chaque fois des fils qui nous ramènent au personnage précédent. Et enfin, moi, je me suis fait un film d'enfer. Donc, ben, je ne peux pas le vendre mieux que ça. On attend la série. C'est ça. C'est au moment où je me disais, mais jamais je vais pouvoir conseiller Épicène parce que je vais pas trouver la faille pour rentrer dedans et tout ça. Mais en fait, je suis métamorphosée. J'ai mangé la même chose hallucinogène que toi. Il y a des passages où vraiment, je me dis, mais c'est très cinématographique. Où est-ce que tu as pêché ce genre de choses? Ça n'existe pas, rassure-moi. Ces gens-là, tu n'en as jamais rencontrés. Non, mais c'est un fantasme aussi, de cette idée de Joël Henry. C'est presque ça, Joël Henry. Oui, c'est l'androgyne. C'est vrai. Je crois bien te l'avoir dit, ça dit, tiens, je me suis retrouvé avec Joël. Oui. Mais justement, puisque je parle là, je suis surpris du titre en fait, Épicène, parce que Épicène en fait c'est quelque chose qui va pour les deux genres. On dit que plusieurs fois vous avez employé le thème de fusion. Je pense que c'est plutôt ça en fait, c'est une histoire de fusion. Et tu vois, dans la définition que j'ai mise au début du bouquin, je triche, j'introduis un sens qui n'existe pas. Et donc c'est le sens que moi je vais utiliser, je le glisse comme s'il existait officiellement dans la définition. Donc donc voilà. Et en fait, pour résumer, c'est presque, on peut aussi le prendre au premier degré, c'est une histoire de super-héros. Oui, c'est ça. Si C'est on le une prend au histoire premier d'amour degré, entre super-héros. Oui, on peut le prendre, voilà, ils ont un petit super-pouvoir, ils ont un petit super-pouvoir, ils peuvent fusionner. Donc c'est quand tu es trois et que d'un seul coup tu deviens un seul, c'est un petit pouvoir. Donc c'est une histoire de... Tu as raison, ça peut être lu par les gens. Ouais. Après, il y a des passages, je n'ai pas trop compris, quand
quand ce duo ou ce trio, il y en a un qui meurt, il peut être récupéré, sa vie peut être récupérée. Donc c'est vraiment le super-héros parfait, parce que sa vie peut être récupérée et là il devient éternel. Je ne me suis pas trompée. En fait, l'idée, en fait, il y a à un moment donné, il y a un épicène, un groupe de musique qui vit des siècles, mais si on est un groupe fusionnel et qu'il y en a un qui meurt du groupe, le groupe ne va pas mourir pour autant, il continue. Si on prend des musiciens qui jouent, on peut remplacer un musicien et le concert continue. Donc si on remplace en permanence des musiciens, le groupe est éternel, même si chacun de ses membres se renouvelle. C'est comme les cellules de notre corps. Quand je vous dis, c'était un télo quand même. Parce que même sur les choses simples. Alors, par rapport aux autres livres de Thierry, celui-là, il est extrêmement incarné. C'est-à-dire, justement, c'est pas pour rien que tu es rentré, que tu es allé jusqu'au bout, que tu as vraiment accroché à ces personnages. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans son livre, c'est que vraiment, tu es avec les personnages. Oui, il arrive vraiment à te persuader d'abord que ça se passe. Parce que bon, ça c'est le truc de la suspension d'incrédulité, hein. On marche bien avec son livre. Et ces personnages existent vraiment. Il arrive à les faire vraiment exister. Alors que le livre est très court. Alors, je vais t'allais dire, alors que ça ne peut pas exister. Non, le livre est très court. Ah si. Il est très court. Oui, il est très court. Il est très court. Ça pourrait faire un jeu vidéo, alors d'après les... Oui, ça pourrait faire une série ou un jeu vidéo, je ne sais pas. Quand je l'ai écrit, je n'ai pas du tout pensé à ça. Je vous ai dit, c'est venu sans que je réfléchisse. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ce livre est intéressant pour moi parce que je l'ai écrit dans l'été 2022, après avoir fini la suite de Mon père se tua, qui n'est pas sorti. Bon, j'attends. Donc j'ai écrit ça, vraiment, c'est comme si j'avais envie de passer à autre chose. Après les histoires familiales, j'ai écrit ça comme ça. Là. Et donc c'est le dernier texte que j'ai pu écrire sans être, entre guillemets, aidé ou perverti ou quoi que ce soit par les machines, parce que ChatGPT est sorti en octobre, donc juste un mois après la dernière nouvelle. Et à partir de là, pour moi, je ne sais pas si je pourrais réécrire ça aujourd'hui, parce qu'il y a tout qui est en train de changer pour l'écriture. Comment tu écris aujourd'hui, maintenant, avec l'IA? Alors, je peux vous raconter un truc que j'ai fait, ça concerne Joël en plus. Joël, tu es jury du concours de la Romantasie. Et je t'avais dit, on pourrait essayer d'écrire une nouvelle pour le concours avant que je sache que tu sois dans le jury. On pourrait essayer d'en écrire une en utilisant les IA. Ce qui m'aurait beaucoup amusé. Mais quand je suis dans le jury du prix Jacques Sadoul, c'était pas possible. Et donc j'ai dit, on va écrire. Et il se trouve que du coup, ça le dire à Joël, avec un autre copain, on a essayé d'écrire une nouvelle pour le jury, qu'on n'a pas envoyée, parce qu'on n'a pas réussi à la faire. À avoir quelque chose de satisfaisant pour nous, mais c'est difficile vu le genre romantasie. Ben oui, il fallait le faire l'année dernière, c'était la science-fiction. Oui, non, là c'était difficile. Mais comment on écrit aujourd'hui, comment on peut écrire aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça le vibe writing, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus nous-mêmes les phrases, mais on demande à la machine ce qu'on veut qu'elle écrive. On peut lui demander d'écrire un plan, elle peut proposer des idées pour commencer, donc on peut brainstormer avec les machines, et elles arrivent à produire des idées, ça c'est remarquable, parce qu'avec 2 ou 3 éléments qu'on leur donne, elles arrivent à faire des propositions d'histoire qui sont complètement hallucinantes. Donc créer des structures narratives avec ces machines aujourd'hui, c'est tellement facile que moi je suis plus capable d'écrire de la littérature de polar par exemple, c'est devenu une littérature qui est une littérature de machine aujourd'hui, même si c'est encore beaucoup d'humains qui l'utilisent. Tous mes copains qui écrivent du polar utilisent les IA, je ne connais aucun qui ne l'utilise pas. Donc c'est pour vous dire la vérité. Tous les mythes des romanciers. Non, mais moi tous ceux que je connais, et même des très très connus, qui vont... non. Non. Je ne vais pas donner de nom, parce que s'ils ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. Mais comme j'ai beaucoup écrit là-dessus, il y en a plein qui vont contacter pour me demander tu fais ça comment. Parce qu'en fait, ce truc-là, on ne pourra plus écrire comme avant. C'est une certitude. Il y aura certains qui vont essayer de se retirer de ce truc-là, mais aujourd'hui, par exemple, il y a très peu d'auteurs qui écrivent plus avec un ordinateur. Il en reste encore, mais la plupart, on écrit avec des claviers. La plupart, 99. Et en fait,
y a pas, les jeunes, à mon avis, ils écrivent tous avec l'ordinateur. Moi, je suis plus capable d'écrire à la main, j'écris plus rien à la main, j'ai plus de stylo. Ce bouquin-là, c'est la première fois qu'il voit le papier, c'est quand il arrive à librairie. Non, mais c'est vrai, il a jamais touché le papier avant d'arriver d'être imprimé un livre. Donc on peut écrire maintenant par incitation. Et par exemple, pour le prix Jacques Sadoul, donc c'est un prix, il y a un jury qui est composé de 7 ou 8 membres, qui sont en tout cas ceux qui ont été publiés, annoncés. Il y a une description de ce qui est attendu comme texte. Et il y a chaque membre du jury donne une phrase qui est une contrainte en fait, sur ce qu'il attend. Non, c'est pas chaque membre du jury, c'est la phrase déterminante. Oui, mais non, mais après toi tu dis derrière, moi j'attends ça d'une romantasie. Ah oui. Et donc pour moi je le prends comme une contrainte. Donc j'ai créé ce qu'on appelle un assistant qui est le jury. Et donc avec cet assistant, une fois que tu l'as créé, tu peux lui soumettre tout ce que tu écrit pour voir comment il le juge. Et ça marche super bien. Donc tu peux proposer des idées, dire est-ce que tu valides cette idée? Et souvent il te dit oui ou non, et s'il te dit non, ou oui, même il te dit mais tu devrais insister là-dessus, modifier là-dessus pour que ça séduise tout le jury. Donc on en est là aujourd'hui. On peut écrire des livres où on a des informations pour satisfaire les lecteurs, pour dire on peut qualifier le lecteur de voilà, je veux séduire tel type de lecteur, et la machine est super forte pour faire ça. Donc tous les auteurs qui cherchent à gagner de l'argent, qui cherchent à avoir beaucoup de lecteurs, ils vont tous utiliser ça, hein, parce que c'est plus facile et surtout c'est beaucoup plus puissant que... Et tu penses que attention à ce que tu vas dire. Tu penses que les auteurs aujourd'hui, enfin des auteurs que j'aime par exemple, il y en a que oui, je connais un collègue que j'aime et qui font comme ça. Bon, bah les saluts. Non, parce que déjà, il y a... J'ai vu des... avoir le moral à zéro en sortant de cette... Non, parce que quand j'ai vu moi des auteurs justement, des polars qui sont bloqués ou qui ont un problème de plan, de structure, on m'a contacté pour ce genre de truc. Je suis bloqué dans ce livre, qu'est-ce que tu ferais toi? Je vois de qui tu parles. Il y en a plusieurs qui vont là-dessus. Qu'est-ce que tu ferais? Donc je prends le manuscrit, je le fais analyser, je ne le lis pas, hein, je le fais analyser aux machines, je fais générer un plan, après je leur fais proposer des scénarios alternatifs, et puis je dis voici ce quand j'en vois un qui m'a l'air bien, je dis bah de ça m'a l'air pas mal, et en général l'auteur il dit ouais, je ne sais pas du tout pensé qu'on pouvait attaquer le truc comme ça. Et ben oui. Mais Katia, il faut que tu vois ça comme un outil. Oui, je vois ça comme un outil. Après, par exemple, permet d'aller plus loin que effectivement. Moi, à la limite, tu vois, en ce moment, il y a un livre que tout le monde s'arrache, ce livre, enfin cette série, La femme de ménage, tome 1, 2, 3, elle se marie, elle a des enfants, elle va divorcer. C'est pas difficile comme scénario. Non, mais le truc, c'est que là, elle a fait donc la femme de ménage, elle a fait la psy, elle a fait la prof, bientôt elle va faire le vétérinaire, mais ça en 6 mois de temps. Et les gens achètent. Les gens achètent en me disant, alors comment c'est? Ben, alors c'est nul, ne le prenez pas. Tu vois, et alors comment elle a écrit? Ben, je pense qu'elle s'est fait aider. Enfin, c'est pas possible autrement. En 6 mois, elle a sorti 6 tomes. Quoi. Mais c'est pas. Le volume du texte n'est plus un problème aujourd'hui. C'est plus difficile de produire des livres courts que des livres gros, parce que la machine, elle est inépuisable. Aujourd'hui, elles ont encore du mal à tenir le fil du plan, à garder la cohérence. C'est dur de les faire écrire avec un style. Mais si un auteur qui sait écrire, il prend le style et puis il réécrit à sa sauce à lui. Ouais, après, moi, là-dessus, sur cet exemple-là, je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de ChatGPT, c'était chez toi. Et tu me dis, ben, donne-moi un auteur que tu aimes. Et j'en ai pris Héry de Luca, je me souviens très bien. Tu m'as dit, t'as mis dans ta base, là, écrire un poème comme Héry de Luca. Ça nous a sorti en 3 secondes un texte, enfin, un poème. Mais moi, franchement, qu'est-ce que je sais si ça ressemblerait ou... Il faut vraiment être... Enfin, je sais pas, tu peux pas dire... je peux pas te dire, tiens, tu l'as fait avec l'IA, ça. De A à Z. Non, je ne l'ai pas fait avec l'IA. Voilà, oui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comment je peux... Enfin, on ne peut pas déceler... Aujourd'hui, les profs, par exemple, à l'école, j'ai certains amis qui sont profs, ils me disent, nous, on le voit, les élèves qui utilisent ChatGPT, mais on s'en sert comme un outil. Je trouve ça intelligent, parce que ça aide les enfants et les élèves. Mais là, tu es en train de me dire, par exemple, Marto Pariente, que j'adore, son 2e roman, non,
Mais dans cette collection, là, j'ai un collègue qui le fait. Non, Laquelle aussi? non, c'est pas possible. Non. Si, j'ai été consulté par des gens de cette collection. À la manufacture des livres, ils se servent de l'IA aussi. Bon, bref. On va boire un Là, coup, c'est la hein. série. Là, c'est la série. Pas picoler parce que là. C'est la série noire. Là. on est mal. Ça fait, Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, on utilise tous des correcteurs orthographiques depuis maintenant 40 ans. Moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je veux dire même énormément. Avec les correcteurs qu'il y a aujourd'hui, je ne fais presque plus. Et si je rajoute la correction orthographique que proposent les IA aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Je veux dire, c'est exceptionnel. Si j'ai le... Des fois, pour les textes que je publie sur mon blog, je ne fais pas passer l'IA pour le faire. Et quand je fais un texte un peu travaillé, tu peux leur demander X fois de te relire un texte, et elles vont trouver des fautes que même les professionnels ne font pas. Tu parles de trouve pas. La manufacture, Pierre, plusieurs fois, il m'envoie souvent des manuscrits pour que je les repasse. Ils ont été corrigés, ils sont en fin de chaîne, prêts à être publiés. L'IA de trouve des fautes, mais c'est incroyable le nombre de fautes qu'elle trouve. Il y a des métiers qui sont morts. Le métier de correcteur, ça n'existera plus. La lettre qu'on reçoit de toi, ta newsletter, parce si vous ne le connaissez pas, il faut suivre aussi ce qu'il fait. En fait, il nous envoie son compte-rendu du mois. Le dernier compte-rendu qu'on a reçu hier ou avant-hier. Oui, le journal. Non, là, il n'y a pas d'IA. Voilà, c'est que toi. Oui. Eh bien, lisez ça, parce que comme ça, vous allez découvrir ce que c'est qu'un écrivain. Parce que c'est ça aussi, l'écriture, pour moi. Tout à l'heure, j'ai dit écrivain et blogueur, mais je ne sais pas comment te caractériser dans le monde de l'écriture, mais quand je reçois ce que tu nous racontes sur le mois passé, il y a des passages qui pourraient rentrer dans un roman, en fait. Parce il y a Philippe qui est là, qui fait pareil. On a l'impression de lire le roman de ta vie. Et c'est d'une sincérité que l'IA ne pourra jamais te non, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que les journaux intimes, c'est la forme du XXIe siècle. Parce que c'est tous les romans. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la forme romanesque. J'ai du mal à dire. Et j'y crois pas en général. Souvent, tu me dis. J'y crois pas. J'y crois pas au roman. J'arrive pas à rentrer. J'arrive plus. Ça m'est arrivé de rentrer dans les romans, mais j'arrive plus à rentrer dans les romans. Mais le journal, je pense que oui, parce que même si une IA peut imiter un journal, faire des faux journaux intimes, ce qui est intéressant quand tu lis un journal intime, c'est de savoir que quelqu'un l'a vécu. C'est pas une histoire qui va t'apporter, c'est parce que quelqu'un l'a vécu que ça te parle. Donc je pense que oui, c'est la forme d'aujourd'hui. Et Philippe là publie des morceaux de son journal, sa lettre de plus en plus souvent. Et oui, c'est une façon de... Tu ne peux pas être plus en partage que tu dis ce qui t'arrive. Sans le grain de la fiction, justement. Tu peux tricher un peu avec ta vie, tu peux omettre, tu peux rajouter, tu peux t'arranger. D'accord ? Mais oui, je pense que c'est la forme d'aujourd'hui, c'est pas le roman. Non, le roman, non, c'est la forme du 19e siècle, du début du 20e siècle. Donc la forme d'aujourd'hui. Hein ? Le journal intime aussi. Oui, non, mais le journal. Non, oui. Non, mais même au 17e, ça commence vraiment le journal intime. Mais c'est pas là. Je pense que ça peut devenir la forme majeure d'aujourd'hui. C'est jamais été une forme majeure. Ça a été une forme qui a été pratiquée par les écrivains. Il y a quelques journaux célèbres, justement, les IA. Oui, Marie. Oui, mais il y en a plein. J'en ai lu tellement des journaux. C'est pour ça que j'en écris. Mais aujourd'hui, l'espace qui va nous rester à nous, auteurs, il va se réduire. Tu ne peux pas écrire des bouquins comme ça. Si tu écris un bouquin comme ça, je prends une série noire, c'est typique. Tu te dis à la fin, une machine aurait pu le faire. Tu te dis, putain, c'est déprimant. Même si. Non, mais moi, c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que, après, moi, je ne vais peut-être pas le voir que c'est écrit par une IA, hein, mais moi, les libraires sont toujours là pour défendre le roman. Oui, ben oui. Donc, après, voilà, si c'est comme dit, si c'est un outil, bon, ben d'accord, mais moi, là, tu vois, j'ai des bouquins de la rentrée littéraire qui sont arrivés en service de presse. Il y a le dernier, Léonore Derekondo. Bon, ben, je suis sûre qu'elle ne l'a pas écrit avec l'IA, c'est pas possible. J'en sais rien. Non, c'est pas possible, parce que sinon je change de métier. Non, mais je pense que tous les auteurs qui ont tous ces livres-là, les auteurs ont tous utilisé Wikipédia.
D'accord? Ils ont tous utilisé Wikipédia. Tout le monde utilise Wikipédia, ou des recherches. Moi, même moi aujourd'hui. Bon, tout le monde l'utilise. Mais ça fait 25 ans qu'on utilise Wikipédia tous. Maintenant, tout le monde utilise l'IA plutôt que Wikipédia. C'est tellement évident. Tu veux chercher des synonymes, tu as des phrases qui. C'est plus le dictionnaire de synonymes, ça n'a plus aucun sens. Tu vois, il y a tellement de choses. Tu écris un polar, tu veux la description d'une voiture de 1953 et tu dis je veux une voiture qui a 1953 qui avait telle couleur, mais trouve-moi une marque, elle te sort la marque, elle te raconte l'histoire de la voiture, et ça vient de suite ça. Tout le monde fait ça. Outil. Oui. Outil, oui. Oui. Ok pour l'outil. Oui, mais après tu dis décris-moi la bagnole, tu dis c'est un mec qui est à moitié aveugle qui voit la voiture, l'IA va te faire la description par un mec et tu vas voir, putain, tu vas te dire c'est vachement bien. Et donc tu fais un copier-coller et c'est parti. Et ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça va plus vite. Une fois que tu as eu l'idée, c'est toi qui dois avoir l'idée de dire que mon personnage il est comme ça, qu'est-ce qu'il fait face à cette voiture? L'IA, tu lui dis propose-moi 10 versions différentes de ce qu'il voit. Elle va te proposer 10 versions. Et dans les 10, rien que de les lire, ça va te donner des idées en plus, ça va te faire, même si tu ne les utilises pas. Donc c'est comme ça que ça marche maintenant. Google Earth, mais ça c'est ce qu'on peut dire il y a 20 ans en fait. Moi, je suis jeté. Je me sers de Google Earth. Oui, Google Earth, c'est vrai qu'on utilisait Google, tout le monde utilisait Google Earth. Donc voilà, maintenant on va utiliser ça. Il y en a qui vont résister, il y en a qui vont mourir sans le faire. Et je pense que les auteurs aujourd'hui qui sont à l'avance de l'investigation de ce qu'on peut faire, ils sont en train de regarder qu'est-ce que ça leur change à l'écriture, ces outils. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce qu'on va écrire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas écrire avant? C'est ça qui est intéressant, en tout cas pour un écrivain. Pour un lecteur, peut-être pas, mais pour un écrivain, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je peux faire que la machine ne peut pas faire, mais que moi-même je ne peux pas faire il y a quelques mois. Le challenge de dépasser la Donc machine. c'est un challenge. Donc autrement on s'emmerde. Écrire un livre pour écrire un livre, c'est pas un soit très intéressant. Avec l'outil. Oui, mais c'est l'auteur qui a l'idée. C'est à ça que sert C'est pas l'IA qui va. Tu lui Je donnes fais un l'idée. choix. Là, franchement, là, voilà. Il fait un choix. Bon, on va boire un coup alors. Oui. Ouais. Là, tu mets la table là-bas. Tiens, si vous avez des questions, Des questions et Ah oui, la dame, elle a une regardez question. les questions. Oui. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il vous reste à faire, puisque vous dites Bah, rien. l'IA Si, à va choisir, proposer hein. un certain nombre, va faire un certain nombre de propositions. Vous choisissez celle qui vous convient, et après, vous faites quoi? Si je choisis quelque chose, et après, ce choix va avoir des conséquences sur la suite. Donc après, il va falloir continuer cette écriture. Donc poser de nouvelles questions, avancer comme ça. Mais comment Oui, vous et avoir savez ses où propres vous idées. allez? Vous savez où vous allez? Ou vous êtes Moi, emporté par... en général, quand j'écris, je ne sais pas où je vais, mais ça dépend des auteurs, ça. Ouais. Moi, je ne sais pas où je vais. J'aime bien ne pas savoir, si un peu je sais où je vais, c'est un peu ennuyeux. Donc, je ne sais pas où je vais en général. J'ai une intuition de là où je vais. Et je ne sais pas. Donc, je ne dis pas que j'utilisais l'IA tout le temps, mais je pense qu'on ne peut pas nier que cet outil est là et qu'il est en train de tout changer. Oui, on sait, ok. Ouais.